Alors bonjour à vous. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler des typicités des vins blancs du Québec. Une typicité ou plusieurs typicités, est-ce qu'il en existe une? Et si oui, comment l'exprimer? Rapidement, je me présente. Moi, je suis œnologue consultant pour la société Œno-Québec. Ça fait à peu près une douzaine d'années qu'on encadre, notamment mon associé et moi, les producteurs de vins, de cidre et d'alcool du terroir au Québec pour les entreprises en démarrage et puis pour, je dirais, tout le suivi et la gestion de la croissance de cette belle industrie des alcools au Québec. Avant de commencer, et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, j'ai réalisé un rapide petit sondage, 4 petites questions un peu sur la typicité des vins blancs au Québec ou en tout cas certaines notions aromatiques. Est-ce que déjà on peut l'identifier? Est-ce que c'est quelque chose, déjà si je vous pose la question, quelque chose enfin une question à laquelle vous pouvez répondre assez facilement? Donc je vois qu'il y a il y a à peu près 70% des personnes qui ont répondu. Donc ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à répondre au sondage. Et puis d'ici 1 ou 2 minutes, eh ben, on fera un petit point là-dessus. Alors, première question. Première question, pourriez-vous définir facilement l'expression aromatique et gustative des vins blancs du Québec? Eh bien, on a une majorité de répondants qui trouvent que pour l'instant, elle n'est pas si facile que ça à exprimer, à la fois aromatique et gustative. Donc, on va pouvoir en discuter dans la présentation. Question numéro 2, définissez-la alors en 2 mots, et si possible, autres que les pastilles de goût de la SAQ qui sont très intéressantes d'un point de vue vente, mais si on veut classer un petit peu plus certains produits, on va essayer de sortir de ces pastilles de goût. Donc, moi, j'ai relevé un petit peu en majorité ce qui était exprimé. J'ai noté vif, fruité, tropicaux, agrumes, côté vert, végétal et un aspect minéral. Donc ça aussi, ça va pouvoir rentrer un petit peu en compte dans la présentation qui va suivre. Question numéro 3. Quelles caractéristiques aromatiques ressortent en priorité? Parmi les 5 choix de réponse, la priorité est sortie avec le côté fruité et avec le côté aussi arôme intense et identifiable. On aura l'occasion, j'espère, de pouvoir développer ça aussi pour l'aspect fruité ou floral, parce que parfois, dans le côté fruité, beaucoup de personnes pensent que le côté fruité, c'est le côté un petit peu sucré aussi, alors que le côté fruité fait plus appel à la caractéristique aromatique du fruit, puis le côté floral, la caractéristique aromatique des fleurs. Et dernière question, de quel cépage ou région viticole rapprocheriez-vous les vins blancs du Québec si vous êtes un amateur de vin et que vous connaissez un petit peu les différents cépages du monde et les différentes vallées, régions, les régions du monde? Bon, je me suis principalement, j'avoue, basé un petit peu sur la France qui a une multitude de cépages et puis des régions parfois en monocépage qui permettent d'identifier assez facilement certains cépages et certains types de produits. Donc, qu'est-ce qui ressort? Notamment, on a à la fois la vallée de la Loire qui ressort et puis l'Alsace et l'Allemagne. On verra un petit peu dans la présentation qui va suivre. La vallée de la Loire est généralement associée au Sauvignon. On verra l'Alsace, l'Allemagne est rattachée à plusieurs cépages comme le Riesling, comme le Pinot Gris, le Pinot Blanc. On aura aussi l'occasion d'en discuter. Donc on va pouvoir passer à la présentation en prenant en compte un petit peu aussi les résultats de votre sondage, puisque on voit que la caractéristique et la typicité des vins blancs du Québec est peut-être pas encore complètement définie ou définissable. En même temps, on ne s'est pas vraiment encore bossé beaucoup la question. Mais si on revient sur un bref historique, on a à peu près une trentaine
trentaine de millésimes derrière nous, aussi bien en blanc qu'en rouge. Et avec ça, on a pu petit à petit quand même arriver à un petit peu classer les vins blancs du Québec, notamment par les particularités. D'une part, particularité climatique, hein, on a un climat frais, on a un hiver qui nécessite, dans la plupart des cas, de couvrir les vignes. On a un certain nombre de degrés jour, on a un cycle végétatif particulier qui s'adapte un petit peu à notre climat, c'est-à-dire qu'on a un cycle végétatif assez rapide, puisqu'il faut que la vigne, du mois de mai jusqu'à la fin septembre, début octobre, ben, elle arrive à avoir des raisins qui arrivent à maturité. On a aussi un sol et un sous-sol, un sol, des régions, des terroirs qu'on arrive petit à petit à déterminer. Et on a aussi une particularité ici au Québec, c'est le nombre de cépages. Euh, Petit à petit, on voit apparaître un certain nombre de cépages qui deviennent, comment je dirais ça, en termes de plantation et en termes de pourcentage de l'encépagement, on arrive à les déterminer, un groupe de 4-5 cépages qui commencent à sortir du lot, mais il nous en reste encore un certain nombre. Si je mets en avant certaines caractéristiques ou certains groupes de cépages qu'on a, on a le premier groupe que je qualifierais, où je mettrais les cépages Vidal, Saint-Pépin, Céval blanc, Frontenac blanc, Svensson white, Frontenac gris, Riesling. Je vais faire marcher ces petits-là. Et un deuxième groupe où, là aussi, quand je parle de groupe, c'est un petit peu des groupes aromatiques, le Riesling, le Pinot Gris, le Muscat, le Gewürztraminer, la Crécelle par exemple, et un troisième groupe, le Chardonnay ou le Céval blanc. Je pourrais même dire que par exemple le Vidal pourrait faire quasiment partie des trois groupes que je vais présenter ici. On va en parler dans la diapositive suivante, notamment pour tous ces groupes un petit peu et les différents arômes qui peuvent s'exprimer. On a aussi historiquement une évolution des équipements. On a des équipements plus précis, plus respectueux de la vendange et plus respectueux des vins. On a du matériel de vinification, que ce soit en termes de pressoirs, des grappoirs, de groupes de froid, de cuves, en termes de matériel de filtration, de mise en bouteille, et même de machines à vendanger qui commencent à arriver petit à petit au Québec depuis 2-3 ans. On a du matériel qui permet de respecter un petit peu plus la vendange, un petit peu plus les vins, et donc de préserver les arômes et de les exprimer un peu plus. Il existe deux grands groupes d'arômes et de précurseurs aromatiques dans le monde du vin. Il y a ce qu'on appelle le premier groupe qui est le groupe des thiols variétaux. Groupe dont le représentant majeur étant le Sauvignon, avec ses arômes de buis, de fruits tropicaux, de pamplemousse, d'agrumes, de fruits exotiques, et c'est principalement les thiols, donc des molécules aromatiques qui vont donner ces caractéristiques-là. Généralement, ces arômes sont présents dans le raisin, dans le mou, sous forme de précurseurs aromatiques. C'est-à-dire que les précurseurs aromatiques sont inodores, mais une fois qu'ils vont être révélés, notamment par la fermentation alcoolique et par les levures, ils vont devenir odorants. Ils sont inodores parce que généralement, ces thiols sont reliés à un acide aminé qu'on appelle la cystéine. Quand ils sont reliés, ils sont inodores, et une fois que la liaison entre la cystéine et les thiols, et donc la partie aromatique, va se briser, on va avoir l'expression aromatique. La cystéine, on voit qu'elle est
ici, alors attendez que je me familiarise avec ça. Voilà, je vais le prendre ici. Voilà. La cystéine, c'est un groupe, c'est un acide aminé qui contient notamment une molécule de soufre. On verra que l'importance du soufre dans la révélation de ces arômes et dans la richesse en arômes est importante. Lorsque la fermentation alcoolique se lance, il y a une dégradation enzymatique, notamment des enzymes des levures, qui va libérer l'éthiol. L'éthiol, c'est aussi tout le grand groupe des molécules qu'on appelle les mercaptans. Et on a trois groupes, notamment d'arômes. Les arômes d'agrumes, de pamplemousse, de fruits exotiques. Et là, la molécule aromatique s'appelle le 3-mercaptohexanol, ou on appelle ça le 3-MH. Il y a ensuite deux autres groupes, le buis, les fruits tropicaux, le 3-mercaptohexyle, et le buis pur, ce petit arbuste, 4-mercapto-4-méthylpentanedéone. Donc c'est des noms un petit peu barbares, je le reconnais, mais pour vous montrer que ces précurseurs aromatiques, en fonction de la dégradation enzymatique, va donner différents types d'arômes, soit parce qu'elles sont contenues aussi directement dans la variété de raisin, soit qu'elles sont exprimées pendant ensuite la fermentation alcoolique, et comment nous, on va essayer de les révéler lors de différentes opérations fermentaires. Sans rentrer complètement dans le détail, il y a aussi d'autres précurseurs aromatiques avec une autre molécule qui s'appelle le glutathion, qui est une molécule issue aussi d'acides aminés, qui en fait est un protecteur naturel de l'oxydation et qui va protéger les arômes en étant au départ un précurseur aromatique. Je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail pour la deuxième famille d'arômes qui sont les terpènes, puisque aujourd'hui, on va se baser principalement sur les thiols variétaux. Les terpènes, c'est tous les précurseurs d'arômes qu'on va principalement retrouver dans le Riesling, le Pinot Gris, le Muscat, le Gewürztraminer, la Crécenne par exemple. Ce sont ces arômes un petit peu plus expressifs, style muscaté, style qui peuvent sentir un petit peu le litchi, qui peuvent sentir la rose. Ça, on en parlera éventuellement dans un prochain webinaire, mais là, on va principalement s'attarder sur les arômes type thiolé, donc tout ce qui est agrumes, pamplemousse. Par rapport au sondage, et puis si on fait un portrait robot actuel d'un blanc du Québec type thiol, je dirais qu'aujourd'hui, on se trouve un petit peu dans ce portrait robot, dans ces caractéristiques-là. J'ai noté un petit peu les différents paramètres de 1 à 5, 1 étant le plus faible, 5 étant une intensité la plus importante. On aurait pour l'instant, si j'y vais avec la conclusion, une typicité avec des blancs assez pâles, une intensité aromatique moyenne, des arômes thiols qui veulent s'exprimer, mais souvent encore masqués par le caractère végétal, et qui parfois même disparaissent en cours d'élevage. Parfois, on voit juste après la fermentation alcoolique une très belle intensité aromatique, souvent d'agrumes, et puis au fur et à mesure de l'élevage et jusqu'à la mise en bouteille, on a une perte de cette intensité aromatique-là. Donc ça veut dire qu'on avait les précurseurs d'arômes, on avait les arômes, mais malheureusement, il y a quelque chose qui s'est passé en cours d'élevage qui a fait qu'ils ont disparu. Donc on va voir comment on peut essayer de les préserver au maximum et éviter cette perte d'intensité aromatique. On a une fraîcheur en bouche qui est indéniable, hein, notamment par rapport à notre climat. On aura toujours des blancs avec une certaine fraîcheur, une certaine vivacité. Des vins légers avec parfois une amertume en finale. Je dirais, grosso modo, moi, ce que j'ai pu tirer un petit peu de mon expérience des vins blancs type thiol au Québec, ça serait un peu le portrait robot que j'en tirerais, un petit peu aussi par rapport à ce que vous avez exprimé lors du sondage.
Et peut-être qu'à l'issue de cette présentation, quel va être le portrait robot actuel d'un blanc du Québec type Thiol demain? Les précurseurs aromatiques et les arômes, alors, ils sont présents dans la baie, selon le type de cépage. Si je reviens à ma première diapositive, c'est principalement dans ces cépages-là, le Vidal, le Saint-Pépin, le Cheval Blanc, le Frontenac Blanc, le Svensson White, le Frontenac Gris et le Riesling, qu'on va retrouver naturellement ce type de précurseurs d'arômes. Extraction et protection des précurseurs dans le mou. Quelles vont être les techniques de vinification pour pouvoir extraire le maximum de ces précurseurs d'arômes et de les protéger. Transformation des précurseurs en arômes au cours de la fermentation alcoolique. Là encore une fois aussi, protection des arômes pendant la fermentation alcoolique et bien sûr protection aussi des précurseurs d'arômes tant qu'ils n'ont pas été séparés par les enzymes des levures. Et la conservation des thiols variétaux, donc de ces arômes dans les vins finis. On va essayer de voir, par rapport à chacun de ces points, quel est le rôle du vinificateur pour préserver au maximum l'intensité aromatique et le bagage d'arômes qu'on peut avoir dans le raisin qu'on va vinifier. Par rapport à un type de raisin qu'on va avoir, par rapport à un cépage, qui va contenir notamment des précurseurs d'arômes type thiol, quelles vont être les grandes étapes de vinification pour en avoir le plus et pour en extraire le plus. Donc là, on va s'attarder principalement à la première case, vinification type thiol, donc type Sauvignon si on veut se rattacher à un cépage caractéristique qui contient de nombreux thiols. C'est le Sauvignon. On va regarder un petit peu les différentes étapes et comment on va pouvoir exprimer au mieux ces arômes-là. Généralement, il est convenu de ne pas essayer de surmaturer ce type de cépage-là, puisqu'à partir d'une maturité un petit peu trop importante, et notamment une maturité en sucre, on va avoir une perte naturelle, je dirais, de la concentration en précurseurs d'arômes et en arômes. Donc, ce n'est pas obligatoirement des cépages qu'on va essayer de récolter trop tardivement, avec des maturités en sucre qui vont dépasser les 13% d'alcool, par exemple. Alors, c'est sûr qu'on se base sur beaucoup de pratiques dans le monde. Nous, on essaie d'adapter ça par rapport au Québec. La sous-maturité, je dirais au Québec, est plus facile à atteindre que la surmaturité. Mais on va toujours essayer de ne pas pousser trop les maturités pour ce type de cépage-là. On a un bon exemple, hein, cette année, enfin l'année 2017, on a eu un mois de septembre vraiment très chaud et très ensoleillé. Parfois, ça nous a bien aidé à atteindre certaines maturités, mais parfois, dans certaines régions ou dans certains vignobles, on a poussé un petit peu trop la maturité, puis on s'est rendu compte que le bagage aromatique était peut-être un petit peu moins important que si on avait récolté un petit peu avant. Il va y avoir toute une importance du débourbage aussi. Donc, cette opération de clarification un petit peu avant de lancer la fermentation alcoolique, on va aller chercher des turbidités sans être trop importantes, mais disons qu'on ne va pas aller chercher un débourbage trop intense pour lancer en fermentation un mou qui contient encore qui présente un certain trouble, c'est-à-dire qui contient notamment une certaine concentration en nutriments azotés pour la levure et aussi en précurseurs d'arômes. Donc on va aller chercher généralement des turbidités qui vont se trouver entre 100 et 200 NTU, NTU étant l'unité de turbidité qu'on a déterminée pour un mou. On va essayer au maximum d'éviter toute oxydation. Donc on va protéger au maximum notre mou
de toutes les oxydations, puisque les arômes, enfin disons les précurseurs d'arômes et les arômes thiolés sont extrêmement sensibles à l'oxygène. C'est pour ça qu'on va voir parfois en cours d'élevage, on va perdre beaucoup d'intensité aromatique puisque notre produit est peut-être pas assez protégé en oxygène, protégé contre l'oxygène. Donc on a une oxydation de ces arômes et on perd toute l'intensité aromatique. Donc on va utiliser éventuellement des sulfites, éventuellement de l'acide ascorbique assez rapidement, qui sont des agents protecteurs de l'oxygène pour préserver les précurseurs d'arômes. On va voir qu'en termes de levurage, on va chercher, si on utilise des levures sèches actives, une dose, généralement la dose recommandée par les fournisseurs de levure, une dose de 15 à 20 grammes par hectolitre de levure, pour lancer rapidement la fermentation alcoolique. Pourquoi? Puisque si on lance rapidement la fermentation alcoolique, bah directement il va y avoir un dégagement de gaz carbonique et on va être protégé naturellement contre l'oxygène. Et on a vu avec le point précédent que l'oxygène, c'était vraiment le gaz dont il fallait protéger notre mou. Des températures de fermentation relativement élevées pour les blancs, donc entre 15 et 18 degrés Celsius, un petit peu de la même façon que le point précédent. À 15 à 18 degrés Celsius, on va avoir une fermentation qui va se passer un petit peu plus rapidement et un peu plus sûrement, donc un dégagement de gaz carbonique plus important, ce qui va protéger naturellement notre mou de l'oxydation et donc protéger nos précurseurs d'arômes et nos arômes. La nutrition azotée est aussi assez importante dans ce cas-là. Nutrition azotée, donc, qui va permettre de nourrir correctement nos levures. Si nos levures sont correctement nourries, elles vont pouvoir travailler correctement et fermenter correctement. Mais en plus, si au départ on a fait une analyse de notre mou et on a vu qu'on était peut-être en carence d'azote, eh ben, il y a peut-être des compléments d'azote qu'on va pouvoir apporter pour la levure, et notamment des compléments en azote organique, puisqu'on voit une série de types d'azote utilisés par la levure, l'azote minéral, qui est utilisé très rapidement et qui est comme un petit peu un booster de fermentation alcoolique, et une nutrition organique qui est utilisée un petit peu plus doucement par la levure et notamment aussi utilisée pour créer des arômes, puisque notamment les arômes thiolés font intervenir, tout ce qui est mercaptan, font intervenir des acides aminés dans la composition des thiols. Donc on voit qu'on peut déjà se baser schématiquement sur ce type de vinification-là, avec des points relativement critiques, une maturité pas trop poussée, un débourbage moyen pour pouvoir garder des bourbes qui vont contenir notamment des arômes et une nutrition azotée, éviter au maximum l'oxydation, un levurage normal pour lancer rapidement une fermentation alcoolique, aidé en cela aussi par des températures de fermentation pas trop basses. Pour le prochain webinaire, et vous pourrez regarder aussi les autres types de vinification pour les deux autres types d'arômes, notamment le type terpène et le type chardonnay. On voit que la plupart du temps, c'est aussi des étapes qui vont être spécifiques, notamment pour les maturités, pour les débourbages, où là, ça va être des débourbages un petit peu plus serrés et des turbidités plus basses pour pouvoir révéler correctement le type d'arôme contenu dans nos raisins. Si on prend un petit peu en détail maintenant les différentes étapes de vinification, alors, comment essayer déjà au maximum d'extraire les composés aromatiques? La plupart des composés aromatiques vont se trouver dans la pellicule du raisin ou à l'extrême périphérie de la pulpe. Donc,
C'est sûr que pour augmenter l'extraction des précurseurs aromatiques, il existe notamment deux grandes procédures. On peut procéder à une macération pelliculaire ou on peut procéder à une macération active des bourbes. Je vais en parler dans la prochaine diapositive pour rentrer un petit peu plus dans le détail et faire les avantages et les inconvénients des deux types de macération, ou en tout cas des deux types de procédés pour essayer d'augmenter la diffusion des précurseurs d'arômes et des arômes dans notre mou. Protection des oxydations lors du pressurage, qui est la première opération où on va perdre un petit peu l'intégrité du raisin, c'est-à-dire qu'au départ, on avait une baie de raisin qui était intègre, donc naturellement protégée des oxydations par la pellicule. Une fois qu'on va commencer à presser, on va obtenir notre liquide, notre mou, et là, les oxydations vont commencer à agir sur notre mou et notamment sur les précurseurs aromatiques. Donc, c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on va protéger notre mou, notamment en utilisant des sulfites, en utilisant éventuellement de l'acide ascorbique, pour rapidement protéger nos précurseurs d'arômes et éviter qu'ils s'oxydent, puisque dès l'oxydation de nos précurseurs d'arômes, on perd le caractère aromatique une fois que notre thiol et notre cystéine est séparé par les levures. Donc là aussi, on pourrait se poser la question pressoir pneumatique contre pressoir hydraulique. C'est sûr qu'en termes de pressoir pneumatique, on est capable, notamment avec une cage fermée, de protéger de façon un peu plus importante notre raisin contre les oxydations, VS un pressoir hydraulique, encore que tout va dépendre de la qualité de notre matériel et de la façon dont on l'utilise aussi. Notamment avec les pressoirs pneumatiques, quand on peut avoir des cages fermées, on peut aussi utiliser des inertages avec des gaz inertes comme l'azote pour protéger encore plus contre les oxydations. Si possible, on va fractionner les jus. On va voir un petit peu par la suite, notamment que le cuivre, c'est un composé naturellement oxydant. Donc, qui va naturellement oxyder nos précurseurs d'arômes. Dans une des dernières diapositives, on va parler un petit peu de ce qu'on peut faire au champ pour augmenter l'expression aromatique des thiols, et notamment l'application de cuivre doit être parfaitement raisonnée, puisque ça oxyde les arômes et les précurseurs d'arômes. Et généralement, si on arrive à fractionner les jus, c'est-à-dire les premiers jus qui vont s'écouler du pressoir sont généralement ceux qui sont chargés en cuivre et notamment en résidus qui viennent du champ. Donc généralement, ces premiers jus sont un petit peu moins qualitatifs. Et si on a la possibilité de mettre ces jus de côté et de faire une vinification un peu plus particulière et éventuellement peut-être pour un produit un petit peu plus particulier, tous les autres jus vont être un petit peu plus qualitatifs. On va assurer, si possible, un milieu réducteur. Donc le milieu réducteur, c'est un milieu qui évite les oxydations. Un milieu réducteur, ça ne veut pas dire la réduction. Le millésime 2017, on a vu aussi par rapport à la caractéristique un petit peu de ce mois de septembre très chaud, on a vu que parfois la plupart des mous étaient parfois en déficit d'azote organique, et on a eu en cours de fermentation alcoolique de la réduction. C'est différent d'un milieu réducteur. La réduction, ça va donner des mauvais goûts. Le milieu réducteur, c'est un milieu où on va, par rapport à une ligne d'oxydation et de réduction, pencher en s'éloignant d'un milieu oxydant. Donc, on en a parlé, par sulfitage, par ajout d'acide ascorbique. Parfois, on peut rajouter des levures inactivées qui sont souvent riches en glutathion, qui est un composé aussi qui va capter préférentiellement l'oxygène et donc préserver nos précurseurs d'arômes et nos arômes par la suite de l'oxydation.
le bon déroulement de la fermentation alcoolique, on va le voir aussi, avec le dégagement de gaz carbonique, nous positionne dans un milieu plus réducteur, puisque le gaz carbonique va éviter à l'oxygène de rentrer dans notre boue. On verra aussi que lors de notre débourbage, on va essayer d'augmenter souvent le temps de débourbage pour que notre jus soit en contact un petit peu plus longtemps avec les bourbes, puisque c'est dans les bourbes aussi qu'il va y avoir tous nos précurseurs d'arômes et les composés azotés qui vont permettre aussi une bonne nutrition de nos levures. Ça, je vais pouvoir en parler un petit peu plus en détail en reprenant un petit peu la différence entre une macération pelliculaire et une macération active des bourbes. La macération pelliculaire, je pense que vous en avez tous entendu parler. La macération active des bourbes, c'est un procédé dont on entend moins parler, mais qui pourrait être très intéressant, puis aussi très facile à mettre en œuvre. La macération pelliculaire, hein, c'est avant pressurage de faire macérer, si possible pendant un certain temps, notre matière solide, donc nos raisins, qui vont baigner un petit peu dans un petit peu de jus et d'augmenter le contact de la pellicule avec le jus et d'augmenter donc la diffusion des précurseurs d'arômes. Alors généralement, la macération pelliculaire, c'est une vendange éraflée, légèrement foulée, parce que justement, il faut un petit peu de jus pour pouvoir baigner la matière solide dans du liquide et augmenter la diffusion des arômes. Généralement, légèrement sulfité. Là encore une fois, si on veut faire une macération pelliculaire en vendange non raflée, on va faire attention au sulfitage. Alors le sulfite, on va essayer d'en mettre aussi précocement un petit peu pour protéger contre les oxydations, puisqu'on a dit que c'était un des éléments cruciaux pour préserver les précurseurs d'arômes thiolés. Si on travaille en grappe entière, il faudra faire attention, parce que si on augmente le sulfitage, le sulfite a aussi un effet diffuseur, mais il va aussi diffuser le caractère végétal des rafles. Donc il faudra faire attention de ce point de vue-là. C'est pour ça qu'on travaille souvent en vendange raflée pour enlever les rafles, et on va légèrement sulfiter pour éviter les premières oxydations. Un temps de contact de 2 à 24 heures, ça peut parfois être un peu plus, tout va dépendre un petit peu de notre équipement. Soit en cuve, soit en pressoir pneumatique. Le but étant d'essayer d'extraire le maximum de précurseurs d'arômes, mais d'éviter une oxydation aussi, puisque pendant tout ce temps-là, on n'a pas de fermentation alcoolique, donc notre produit est sensible aux oxydations également. On peut rajouter des enzymes pendant la macération pelliculaire qui va commencer un petit peu à éclater la paroi de la pellicule et augmenter la diffusion des précurseurs d'arômes. On verra qu'aussi bien pour la macération pelliculaire que pour la macération active des bourbes, plus le temps de macération est important, plus il faudra aller chercher un débourbage clair. J'ai dit qu'on allait chercher entre 100 et 200 NTU si on travaillait de façon normale, c'est-à-dire simplement pressurage plus débourbage. Si on fait de la macération pelliculaire ou de la macération active des bourbes, plus on va faire macérer, plus on va extraire de bourbes. C'est intéressant pour la diffusion d'arômes, mais plus il faudra lancer la fermentation alcoolique avec un jus un peu plus clair. Donc il faudra même plus se rapprocher du 100 NTU que du 200 NTU si on fait des macérations pelliculaires ou des macérations actives de bourbes. L'avantage de la macération pelliculaire, c'est l'extraction des composés aromatiques. C'est l'augmentation du rendement en jus, notamment si on a rajouté des enzymes pendant la macération pelliculaire, puisque la paroi devient un petit peu plus large, donc on a un rendement en jus un petit peu plus important, et c'est une préparation au débourbage. L'inconvénient, c'est que ça peut parfois être une augmentation de la quantité de bourbe dans des millésimes un petit peu plus végétaux, ou parfois des millésimes trop mûrs. Il faut faire attention, là aussi, d'extraire correctement
les bourbes, puisqu'elles pourraient relarguer des composés un petit peu moins intéressants. La macération pelliculaire, l'inconvénient l'inconvénient majeur aussi, c'est que plus on va augmenter le temps de contact entre la pellicule et aussi la pulpe, c'est que dans la pellicule, on a aussi des tanins et des polyphénols. Et si on les extrait trop, on peut avoir des amertumes qui vont être un peu plus importantes et aussi des polyphénols qui vont capter un petit peu d'oxygène, puisque ce sont des gentils oxydants naturels, mais qui après pourraient relarguer cet oxygène-là. Et donc, on pourrait avoir un effet un petit peu inverse de ce qu'on voulait. Donc, la macération pelliculaire, il faut toujours arriver à gérer entre l'intensité de l'extraction des composés aromatiques et l'intensité de l'extraction des polyphénols. Notamment si on augmente aussi le sulfitage pendant la macération pelliculaire. On a vu que le sulfite va préserver contre les oxydations, mais si on en mettait trop, on allait avoir l'action des sulfites qui est une action d'extraction et de diffusion, un peu plus de polyphénols aussi qui vont être extraits. Donc, il y aura toujours un dilemme entre l'extraction des composés aromatiques et des polyphénols. À éviter, comme j'ai dit, sur les raisins trop mûrs qui pourraient être un petit peu pourris, puisque plus on va augmenter le temps de macération, plus on va aller extraire des mauvais composés. Macération pelliculaire, là, un exemple avec le Frontenac gris, c'est sûr que si on ne veut pas faire du rosé, le Frontenac gris étant naturellement un petit peu, la pellicule étant naturellement un petit peu rosée, si on veut faire du blanc avec du Frontenac gris, on va essayer d'éviter la macération pelliculaire avec ce cépage-là. La macération active des bourbes, c'est un autre procédé où en fait on va presser directement notre raisin et au lieu de faire un débourbage un petit peu statique en attendant un certain nombre d'heures qu'il y ait une séparation des bourbes et de notre jus un petit peu plus limpide, eh bien on va remettre en suspension toutes nos bourbes pendant un certain temps, 4 heures, 18 heures, parfois 2 jours, parfois 3 jours, parfois 4 jours. Là, ça va dépendre un petit peu de l'expérience du vinificateur, à des températures, si possible, pas trop élevées, en présence d'enzymes. Et en fait, le contact privilégié entre les bourbes et notre jus pendant un certain temps va faire que tous les précurseurs d'arômes présents dans les bourbes vont être diffusés à notre jus. Les avantages, c'est aussi une expression des composés aromatiques, c'est une mise en œuvre un peu plus facile parce qu'elle ne va pas retenir notamment une cuve ou le pressoir pour de la macération pelliculaire. Un petit peu moins nécessaire d'utiliser des sulfites pendant la macération active des bourbes vis-à-vis d'une macération pelliculaire où il faut protéger la matière solide. On limite les oxydations puisque pendant tout ce brassage-là, généralement on est dans une cuve pleine et une cuve fermée. Et on a tendance aussi à extraire un petit peu plus les caractères exotiques et fruits de la passion sur les vins dont on a fait une macération active des bourbes. Alors la macération active des bourbes, on va principalement utiliser un agitateur, si possible, plutôt qu'une pompe pour tout remettre en suspension, pour éviter là aussi le maximum les oxydations. Donc la macération active des bourbes, quand on est équipé d'un agitateur, c'est toujours préférable. Le principal inconvénient, c'est le risque de départ en fermentation pendant cette macération active des bourbes, puisque on travaille à des températures qui peuvent aller entre 4 et 18 degrés Celsius. Plus on va travailler des températures élevées, plus l'extraction des composés aromatiques des bourbes va être importante. Malheureusement, si on travaille avec des températures élevées, on est plus sujet à un départ spontané en fermentation alcoolique. Et une fois que la fermentation alcoolique est partie, il faudra vite soutirer, puisque là, on aura vraiment un mélange des bourbes et du jus, et puis c'est pas ce qu'on veut pour lancer en fermentation alcoolique. C'est-à-dire que lorsqu'on a fini la macération active des bourbes, on va laisser reposer et se déposer les bourbes pour ensuite faire notre débourbage et lancer notre fermentation alcoolique
sur un jus un petit peu plus clair. Là, c'est un petit peu comme pour la macération pelliculaire. Plus on va avoir un temps de contact embrassant entre les bourbes et notre jus et notre mou, plus il faudra que par la suite notre débourbage soit clair. Pourquoi? Parce que comme on aura augmenté le temps de contact, tous les bons composés seront passés, tous les bons composés des bourbes seront passés dans notre jus. Donc après, il faudra augmenter, ou plutôt diminuer la turbidité de notre jus avant de le lancer en fermentation, puisqu'il va nous rester en gros que des bourbes qui n'ont vraiment plus aucun intérêt. Donc là aussi, on va se rapprocher du 100 NTU, voire même parfois aller en dessous du 100 NTU pour la turbidité. Là, c'est toute une question d'expérience aussi, puisqu'on aura finalement pris tout ce qui était bon dans les bourbes, donc on va vouloir en avoir le moins possible au moment où on va lancer la fermentation alcoolique. Si je reviens aux différentes étapes pour préserver au maximum et extraire au maximum ces composés aromatiques, la suge de levure, oui, elle a une importance. Elle a une importance dans le sens où il y a certaines levures qui vont révéler un petit peu plus le caractère thiolé. Mais il faut bien retenir que ce qui est le plus important, c'est d'abord d'essayer d'avoir au maximum un bagage aromatique dans notre raisin. Si on n'a pas de précurseur d'arôme, avec n'importe quel type de levure, on n'aura pas d'arôme. Donc, l'importance d'avoir un cépage qui contient notamment des thiols, d'en avoir au maximum, et c'est sûr que certaines souches de levure vont pouvoir les exprimer un peu mieux, et même quand on lit dans la littérature, généralement c'est plutôt un cocktail de levure là, qui va intervenir, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des souches de Saccharomyces cerevisiae, il peut y avoir d'autres types de levures comme des Torula spora qui peuvent intervenir un petit peu avant ou un petit peu après. Là encore, on n'a pas vraiment toutes les réponses. Alors, pour conclure là-dessus, c'est oui, il y a quand même une incidence de la souche de levure, mais ne misez pas tout là-dessus. Température de fermentation, on en a parlé, de 15 à 18 degrés pour qu'elle soit pas trop lente, qu'elle parte assez rapidement pour un bon dégagement en gaz carbonique. La composition du mou aussi en azote, en glutathion et en cuivre pour augmenter et protéger les précurseurs d'arômes, donc des compléments, une analyse qui va nous dire si on est riche, si on a un mou qui est riche en azote organique, un mou qui peut être riche en glutathion et un mou qui doit être faible en cuivre. Si les analyses nous donnent des excès ou des carences, on peut utiliser des compléments riches en acides aminés ou en glutathion, généralement des compléments issus d'écorce de levure, ou il existe aussi des compléments d'unification qui vont fixer le cuivre et diminuer l'effet négatif du cuivre, qui est donc un oxydant des précurseurs d'arômes. Fermentation malolactique. Généralement, ce n'est pas une fermentation qui est désirée sur ce type de produit-là, puisque la plupart des bactéries vont un petit peu brûler les arômes variétaux et notamment thiolés, tout ce qui est agrumes, fruits exotiques, le côté buis, vont un petit peu les brûler pour aller plus vers des arômes un peu plus beurrés. Donc, on va avoir une perte de l'intensité des arômes variétaux. Cependant, depuis peu, dans le monde œnologique, on a extrait une souche de levure qui s'appelle bactérie citrique négative, qui n'utilise pas l'acide citrique contenu dans notre mou. Et principalement, quand les bactéries utilisent l'acide citrique, c'est là qu'elles vont donner ces arômes un petit peu beurrés. Donc, on peut utiliser des souches sélectionnées de bactéries qu'on appelle citriques négatives, qui ne vont pas utiliser l'acide citrique pendant qu'elles dégradent l'acide malique en acide lactique, et donc qui vont préserver les arômes variétaux et donc
les arômes thiolés. L'élevage est extrêmement important aussi en termes de protection des oxydations. Donc, on va essayer de rester toujours en milieu réducteur, dans des cuves parfaitement pleines ou des barriques parfaitement houillées, en absence d'oxygène, donc avec éventuellement un contrôle et un suivi du sulfitage pour éviter que nos produits s'oxydent, ou en tout cas que pour commencer nos arômes s'oxydent, et éventuellement un élevage sur lit qui nous fait rentrer dans un milieu un petit peu plus réducteur, donc qui nous préserve un peu plus de l'attaque de l'oxygène. Idéalement des températures fraîches pour préserver au maximum les arômes qui ont été créés. Alors, j'ai parlé que parfois on pouvait avoir, juste après fermentation alcoolique, une belle expression aromatique et puis la perdre en cours d'élevage. Souvent, c'est parce que depuis le procédé, soit de la macération pelliculaire ou du pressurage, ben on a eu de l'oxygène finalement qui est rentré dans notre mou. Et l'oxygène en cours d'élevage, il ne s'était peut-être pas obligatoirement exprimé ou il n'avait pas fait de dégâts jusqu'à la fermentation alcoolique, mais au cours de l'élevage, l'oxygène dissous va venir petit à petit gruger tous les arômes qu'on avait extraits. Donc encore une fois, une des choses qu'il faut retenir, c'est essayer de vinifier dans un milieu très peu oxydant, où il n'y aura pas d'oxydation et très peu d'oxygénation, parce que parfois le mâle ne va pas arriver tout de suite, mais va arriver en cours d'élevage. Température fraîche, on a vu que ça permettait beaucoup de préserver les arômes, mais il faut faire attention aussi. Chaque fois qu'on va avoir un liquide avec des températures plus froides, il va dissoudre beaucoup plus d'oxygène. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Quand on a un produit qui est froid, avec des températures généralement inférieures à 10, je dirais de 8 à 10 degrés Celsius, il faut faire attention de ne pas faire de mouvement dans notre vin. Parce que c'est là qu'on va assimiler encore plus d'oxygène puisque notre produit est froid. Donc c'est intéressant pour préserver les arômes, mais généralement quand on reste à ces températures-là, on ne touche pas à notre vin. On va attendre qu'il se réchauffe un petit peu pour pouvoir faire un mouvement ou un transfert dans une cuve. Sinon, l'oxygène dissout au moment où les températures vont aussi augmenter, eh bien, il va y avoir beaucoup de réactions d'oxydation. Donc encore une fois, c'est tout un dilemme qu'il faut avoir. La chose la plus importante étant de se dire, pendant toutes mes étapes de vinification, je vais essayer au maximum de préserver et de protéger mon produit contre l'oxygène. Il nous reste peu de temps, je vais finaliser un petit peu avec l'expression aromatique et le mode de culture. Moi, je me suis principalement attardé sur la vinification, mais c'est sûr que c'est au niveau de la viticulture que les choses vont quand même essentiellement se passer pour avoir une expression d'étiole. Déjà, on va choisir notre cépage, on va éventuellement trouver des porte-greffes adaptés. Là, on est encore un petit peu au balbutiement au niveau du greffage au Québec, mais pour essayer d'adapter notre porte-greffe à notre type de sol et essayer, si possible bien sûr, d'avoir un stress hydrique modéré, puisqu'on a vu, en tout cas dans la littérature, c'est quand on a un stress hydrique modéré, donc quand la plante commence un petit peu parfois à souffrir très légèrement de sécheresse, qu'on a une expression aromatique d'étiole qui est un peu plus importante. Adapter aussi la surface foliaire utile par rapport à son rendement, privilégier l'ensoleillement, plus que la chaleur même pour l'expression d'étiole, adapter sa fertilisation. On voit que le bore a un effet positif sur l'expression d'étiole, le soufre aussi. Généralement, les produits à base de soufre pur, puisqu'on a vu que ça rentrait dans la constitution de l'acide aminé cystéine qui rentrait dans le précurseur d'arôme d'étiole, diminution du cuivre, éviter les excès d'azote, surtout si on est en absence de stress hydrique. Dans la littérature, il est indiqué que ça diminuait l'expression d'étiole et bien évidemment aussi un état sanitaire idéalement parfait.
Moi, ce que je crois, si par rapport à l'exposé, on arrive à être beaucoup plus vigilant, notamment en termes de vinification, je pense que dans un avenir très proche, on est capable d'avoir, pour notamment les cépages qui contiennent des thiols, avoir des blancs à une teinte peut-être un petit peu moins jaune pâle, même si c'est pas obligatoirement quelque chose de négatif, mais notamment avec la macération pelliculaire, avec la, la, la macération active des bourbes, on est capable d'aller prendre un petit peu plus de couleur jaune, une belle intensité aromatique, aux arômes floraux, aux arômes d'agrumes, de buis et parfois exotiques, une fraîcheur en bouche, enrobée par du volume, donc des vins fins avec une belle longueur en bouche. Je pense que tout le côté intensité aromatique, agrumes, pamplemousse, floral, on est capable de l'exprimer beaucoup plus en faisant attention, bien évidemment, au champ et au type de vinification. On est capable d'aller avec un peu plus de précision pour aller extraire, révéler et protéger tous ces arômes-là. Et notamment aussi, en termes de viticulture, récolter des raisins à bonne maturité, peut-être légèrement en sous-maturité pour ce type de produit-là, mais pas en trop grande sous-maturité, et donc d'éviter le caractère végétal qu'on peut retrouver parfois dans certains blancs au Québec. Il nous reste, on va dire, 5-10 minutes pour quelques questions, quelques discussions. La première question qu'on avait, ah bon, là, ça a bougé. À la sortie de presse, doit-on mettre un peu de sulfite? Oui, généralement, par rapport à ce que j'ai dit, faire attention, bien sûr, toujours et de gérer correctement ses apports en sulfite, mais c'est sûr que ça permet, dès qu'on perd l'intégrité de la baie, de protéger notre mou des oxydations. Autre question, cette fois-ci de Nasser. Est-ce que la vinification type Sauvignon est la mieux appropriée pour le Frontenac blanc? Elle est très appropriée, oui. Quelques essais depuis 1 ou 2 ans où on arrive à révéler un arôme, notamment d'agrumes et de pamplemousse plutôt jaune, là, blanc-jaune, alors que le Frontenac gris, on peut aller avec des arômes de pamplemousse rose. Et les arômes de pamplemousse sur le Frontenac blanc paraissent en tout cas plus faciles à protéger que les arômes de pamplemousse rose sur le Frontenac gris, qui ont tendance à disparaître assez rapidement. Okay. Il y a Patrick Blouin qui pose la question, est-ce que la filtration des bourbes est pratiquée au Québec? À ma connaissance, je connais 2 producteurs qui l'ont fait, avec beaucoup de succès. Okay. Nasser qui pose polyphénol égale un peu de tanin intéressant. Donc, ma question, souhaitable ou non dans un vin blanc? La plupart des polyphénols des vins blancs, oui, il peut y avoir quelques tanins, mais il y a beaucoup de polyphénols qui vont apporter de l'amertume, qui ne sont pas obligatoirement des tanins, mais qui vont apporter de l'amertume, qui vont capter de l'oxygène, puis après, qui peuvent éventuellement relarguer cet oxygène-là. Donc généralement, je dis, ça fait plus de mal que de bien. La plupart des tanins qu'on peut aller chercher dans les blancs, parfois, vont être issus d'une macération avec les rafles. Mais là, encore une fois, il faut que les rafles soient de bonne maturité pour ne pas extraire des tanins végétaux. D'accord. Il y a Jean Rochon qui pose la question, comment diminuer l'acidité qui est souvent trop élevée? Comment diminuer l'acidité qui est trop élevée? Donc là, on sort un petit peu du sujet. Principalement déjà d'essayer de trouver un bon équilibre au champ entre la surface foliaire, le rendement, l'expression ou la poussée racinaire aussi également, de trouver un bon équilibre de la vigne. Il peut y avoir des fermentations malolactiques avec ce dont on a discuté, parfois le changement de profil aromatique, et on peut aussi utiliser des agents de désacidification comme du carbonate de calcium, du carbonate de potassium ou parfois des agents double sel aussi pour diminuer l'acidité si elle est trop importante. Nasser qui pose la question, est-ce qu'on est capable de vinifier type chardonnay?
Oui, là, ça sera aussi éventuellement un prochain webinaire. Après les terpènes, il y a le chardonnay qui n'est pas obligatoirement un cépage le plus aromatique, mais la façon dont on peut orienter la vinification, que ça soit chardonnay. Il y a le Vidal que, comme je dis, on peut placer quasiment dans tous les types de vinification. Le Vidal a une expression, je dirais, un petit peu totipotente, où on est capable de vinifier un Vidal type chardonnay qui donne des très bons résultats. Ah, bon, Fabien a répondu, mais j'ai quand même posé la question de Bernard Gagné. Pour un vin aux arômes de poire, est-ce qu'on parle aussi de tilleul? Alors faire attention, il peut y avoir des arômes de poire qui peuvent être dus à une oxydation de notre produit. Euh, C'est-à-dire oxydation de l'éthanol, de l'alcool en éthanal, qui va donner des goûts un petit peu de pomme et de poire. Là, dans une certaine mesure, c'est plus un début de défaut qu'un arôme nécessairement présent dans notre raisin. Euh, Généralement, oui, la poire, on est en début un petit peu, il doit y avoir une expression tiolée là-dedans, puisqu'on est un petit peu en début aromatique d'expression de fruits exotiques ou autres. Euh, mais c'est pas l'expression la plus flagrante. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour. Il y avait Fabien qui mentionnait qu'il y avait des travaux de recherche présentement Oui. sur les tilleuls. Les résultats vont paraître à la fin de l'année 2018. J'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a une conclusion que tu voulais nous apporter, Jérémy. Euh, la conclusion, ça sera pour éventuellement un prochain webinaire, Mhm. un peu sur le même principe que l'expression des thiols, l'expression des terpènes. La conclusion, c'est que historiquement, ça fait déjà une trentaine de millésimes. C'est quand même une industrie, oui, maintenant qui est devenue adulte, mais pour beaucoup parfois de producteurs qui arrivent, le principal défi étant, pour commencer, de faire une, une vinification et notamment une fermentation alcoolique euh, de bout en bout. Un bon départ en fermentation alcoolique, une fermentation alcoolique qui se passe bien et une fermentation alcoolique qui se finit bien. Maintenant, je pense qu'on est capable d'aller un peu plus en précision dans beaucoup de petites étapes de vinification qui sont finalement extrêmement importantes pour révéler et préserver les arômes pour la suite. C'est principalement ça que j'utiliserai en conclusion.